Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans mes carnets noirs. Je vous emmène aujourd'hui en Angleterre pour une affaire en deux ou deux affaires en une très mystérieuse. Deux jeunes femmes ont été tuées dans des circonstances très similaires. Vous allez me dire, il s'agit du même tueur, rien de bien étrange là-dedans. Eh bien, c'est un peu plus compliqué que ça, car ces deux affaires se sont produites à 157 ans d'intervalle. Nous voilà dans la petite ville d'Erdington, qui est en banlieue de Birmingham. En cette année 1817, c'est un petit village habité par une majorité de familles nombreuses d'ouvriers catholiques vivant dans leur cottage. Les loisirs sont limités au pub du village où les habitants se réunissent après le travail et où se déroulent parfois des bals. La plupart des habitants travaillent pour l'industrie Penn's Mill, qui appartient à la famille Webster. C'est un domaine agricole où se trouve également une filature. Malheureusement, depuis quelque temps, les affaires vont mal pour ce gros employeur de la région et des ouvriers ont été licenciés. Ils sont obligés de trouver du travail plus loin. Et évidemment, pas de transport en commun, pas de voiture. Les ouvriers doivent parcourir de longues distances à pied à toute heure pour arriver à l'heure sur le lieu de travail. Dans ce village où tout le monde se connaît, vit la belle Marie Ashford qui a 20 ans. Sa famille est établie à Erdington depuis des générations. En plus d'être très jolie, Marie est amicale et enjouée. Autant vous dire qu'elle a pas mal de prétendants, mais elle n'est pas une fille facile et elle les envoie balader. Elle travaille comme femme de ménage dans la ferme de son oncle, John Coleman, qui se trouve à Langley Heath, à 5 km d'Erdington. Elle l'aide aussi pour la ferme et vend ses produits laitiers au marché de Birmingham. Le dimanche 25 mai, Marie est joyeuse. Le printemps pointe le bout de son nez et ce soir, il y a un bal au Tyburn House Inn car c'est la veille du lundi de Pentecôte. Elle va vendre ses produits comme tous les jours et se rend ensuite chez sa meilleure amie avec qui elle a grandi, Anna Cox, qui est femme de chambre et habite dans un cottage à Erdington avec sa mère, Madame Butler, qui connaît Marie depuis qu'elle est toute petite. À l'occasion de ce bal, Marie s'est acheté une nouvelle robe blanche et de nouvelles chaussures. Les deux amies se préparent et, toute heureuse, quittent le cottage de Madame Butler entre 19h et 20h. Les deux demoiselles s'amusent et dansent. Pendant qu'Anna est avec son fiancé Benjamin Carter, Marie passe une bonne partie de la soirée avec un certain Abraham Thornton, un maçon qui vit avec sa famille dans une ferme d'Erdington. Il faut reconnaître que le garçon n'a pas bonne réputation, mais c'est peut-être cela qui attire notre sage Marie. Le bal prend fin à minuit et chacun s'en retourne à la maison. Les deux couples, Marie et Abraham, Anna et Benjamin, prennent la route ensemble. Arrivée près de la maison d'Anna, Marie lui annonce qu'elle ne dort pas chez elle et qu'elle va dormir chez son grand-père à Bell Lane, car c'est plus proche pour elle aller au travail le lendemain matin. Ça étonne Anna car les vêtements de travail de Marie sont chez elle. Elle se dit que son amie souhaite rester un peu plus longtemps seule avec son prétendant. Les deux couples se séparent, Abraham ayant gentiment proposé à Marie de l'accompagner chez son grand-père. On y croit moyen, cette histoire d'aller dormir chez le grand-père. Et de fait, vers 3h du matin, un habitant croise Abraham avec une femme portant une robe blanche. Abraham salue l'homme. La jeune femme arrange sa tenue et tente de cacher son visage. Comme il semble sortir d'un champ, l'homme n'a pas trop de doute sur ce que les deux jeunes gens viennent d'y faire. À 3h30, la belle Marie est vue se diriger seule vers le cottage de Madame Butler et d'Anna. Elle frappe à la fenêtre de la chambre de son amie pour qu'elle la laisse entrer. Il est 4h40 du matin. Marie se change et met ses vêtements de travail, dit qu'elle a dormi un peu chez son grand-père et demande à son amie de venir la voir après le travail. Marie garde ses nouvelles chaussures aux pieds, prend sa robe de bal et ses bottes de travail en main, embrasse son amie et s'en va rejoindre son oncle pour entamer sa journée. Lundi de Pentecôte ou pas, le travail ne s'arrête pas à cette époque. Deux personnes la croisent à Bell Lane. Elle est seule et semble de bonne humeur. À 6h30, un ouvrier prend la route pour son travail. Il a la surprise de voir au Pipe Ace Park une robe tachée de sang et des bottes. Intrigué,
Il se rend au cottage tout proche d'un autre ouvrier qui s'apprête également à partir pour se rendre sur son lieu de travail. Il lui raconte sa trouvaille et les deux hommes se rendent près du tas de vêtements. Ils suivent les gouttes de sang qui se trouvent sur le sol et qui les conduit à une mare de sang au pied d'un arbre. De là, des traces de sang en zigzag les conduisent jusqu'à une fosse de sable remplie d'eau. Sentant que l'affaire est grave, un des deux hommes se rend au moulin de Pence Mill pour avoir de l'aide. Un groupe d'hommes se rend vers la fosse. Plusieurs d'entre eux vont dans l'eau et trouvent le corps d'une femme qu'ils ont beaucoup de mal à sortir. Elle est habillée avec une robe rose et une veste courte rouge. Son visage est couvert de boue, du sang coule de son nez, il y a du sang sur sa robe, ses chaussures et ses cuisses. Un ouvrier la reconnaît. Il s'agit bien sûr de Mary Ashford. En attendant la police, les ouvriers sur place inspectent les environs. 2 séries de traces de pas se trouvent près de l'arbre où ils avaient trouvé la mare de sang. Il y a de petites empreintes pouvant être celles de Mary, et d'autres plus grandes et plus profondes, indiquant la présence d'une personne plus grande et plus lourde. Un homme probablement. Il y a une parcelle de sable proche où se trouvent de nombreuses empreintes de chaussures et des traces de lutte. Près de l'endroit où reposait le corps de Mary, une empreinte de pied gauche montre que le tueur a pris appui à cet endroit pour se débarrasser d'elle. Les empreintes du tueur se dirigent ensuite vers un champ et vont vers la direction de Castle Bromwich Road. Le scénario semble simple. Un prédateur a poursuivi Mary, l'a agressée, tuée et s'est débarrassé de son corps. Joseph Webster, grand patron de Pence Mill, arrive et prend les choses en main. Une porte est retirée du moulin proche afin de servir de civière pour transporter la malheureuse. Les policiers commencent à arriver et les badauds sont déjà sur place. Parmi eux se trouve le frère de Mary. Il est dévasté. Le corps de Mary est amené au cottage de l'un des ouvriers qui l'a découverte. Son épouse et une de ses amies veulent aider en préparant le corps pour l'arrivée du médecin légiste. Elle constate que la dépouille n'est pas encore froide. Elle lui retire sa veste, sa robe, sa sous-robe ainsi que sa jupe. Il semble clair que Mary avait ses règles au moment de l'attaque. Le médecin et le coroner arrivent et pratiquent l'autopsie dans le cottage. Il y a beaucoup de sang au niveau des cuisses, dont une partie n'est pas due à du sang menstruel selon eux. Son hymen est rompu et elle présente des blessures importantes au niveau de son intimité. On ignore avec quel objet elles ont été faites. Ses bras présentent des ecchymoses au-dessus du coude faites par des doigts. La cause de la mort est la noyade. Elle a été jetée vivante dans l'eau. Le village est petit et la nouvelle de ce crime odieux parvient rapidement aux oreilles de Daniel Clark, qui est le propriétaire du Tyburn House. Il se souvient que Mary était partie à la fin du bal avec Abraham Thornton et il se rend chez lui pour lui demander s'il était au courant de ce qu'il était arrivé à Mary. Thornton lui répond « Je ne peux pas croire qu'elle a été assassinée. Pourquoi je suis resté avec elle jusqu'à 4 heures du matin ?» Les deux hommes se rendent ensemble auprès des policiers pour qu'Abraham puisse se disculper de tout soupçon. Pendant qu'Abraham raconte sa version de la soirée, un policier remarque qu'il a du sang sur le poignet de sa chemise. Il explique qu'il s'est occupé d'une fille qui n'était pas en forme, terme utilisé à l'époque pour dire qu'une fille était réglée. Il dit que ces relations étaient parfaitement consenties par la jeune femme. Il n'a jamais cité le nom de celle-ci, selon lui pour ne pas salir sa mémoire. Les chaussures du suspect sont amenées sur les lieux du crime afin de les comparer avec les traces de pas. La pointure correspond mais les semelles pas tout à fait. Il y a cependant un clou dans une des chaussures de Thornton dont on retrouve la trace sur une des empreintes. Ni une ni deux, Abraham est arrêté. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Les habitants du village ont du mal à croire que Mary ait eu une liaison intime de son plein gré avec cet homme. Il l'a agressée. Anna, l'amie de Mary, explique que son amie était vierge et n'aurait certainement pas perdu sa virginité avec quelqu'un qu'elle connaissait à peine dans un champ. Elle voulait se préserver pour le mariage. Et puis, elles sont amies. Elle lui en aurait parlé quand elle est venue au petit matin chercher ses vêtements de travail, si elle avait passé ce cap important. Elle se disait tout. Quant à la maman d'Anna, Madame Butler, elle explique que Mary lui avait dit quelques jours plus tôt qu'elle avait un mauvais pressentiment pour la semaine à venir. Bien sûr, notre suspect nie toute agression ou meurtre. Il explique que Mary et lui ont marché, se sont assis pour discuter, et vous devinez la suite. Il l'aurait ensuite raccompagnée jusqu'au cottage de son amie et l'aurait attendue, et comme elle n'est pas ressortie tout de suite, il est reparti. Il a tout du coupable qui ment. La police tente de trouver des personnes pouvant prouver ses mensonges, mais c'est le contraire qui se passe.
Une personne dit l'avoir vu attendre Marie près du cottage, un autre l'a croisé alors qu'il prenait le chemin de son domicile, seul, et ils ont parlé ensemble pendant un quart d'heure. Abraham était tout à fait détendu. 3 autres personnes l'ont vu marcher seul après. Comment pourrait-il être l'agresseur et le tueur? Il n'a pas le don d'ambiguïté. La question est, pouvait-on se fier aux horloges de l'époque? Les témoins sont formels. Ils ont vu Thornton à plus d'une demi-heure à pied des lieux du crime au petit matin. Même si les horloges ne sont pas précises, ça fait court pour aller jusque-là, agresser Marie, la tuer et revenir. Malgré cela, Thornton est jugé. Son procès débute le 8 août 1817. Autant vous dire que la population croit fermement en sa culpabilité et réclame sa tête. D'après l'accusation, Thornton a tenté de séduire Marie qui se serait refusée à lui. Il l'aurait alors guettée à l'endroit où on l'a retrouvée parce qu'il savait qu'elle devait passer par là. Et il lui aurait fait subir ce que l'on sait. La défense appelle quant à elle 11 témoins pour prouver qu'Abraham ne pouvait pas être sur les lieux au moment des faits. Le jury a mis exactement 6 minutes, un record, pour revenir avec un verdict de non-culpabilité pour Thornton. La population et le frère de Marie sont choqués par ce verdict et estiment qu'un meurtrier est relâché dans la nature. William Ashford, le frère de Marie, fait appel du verdict. Le deuxième procès commence le 17 novembre 1817. Force est d'admettre qu'il n'y a pas plus de preuves de la culpabilité de Thornton qu'au premier. Et là, il se passe quelque chose que l'on trouverait complètement dingue de nos jours. Thornton, qui en a ras la casquette des procès, invoque le procès by battle. Autrement dit, il jette son gant par terre et provoque William Ashford dans un combat à mort. Le principe est simple. Les 2 hommes sont emmenés sur la place publique armés d'un bâton en bois et ils se tapent dessus. Si l'accusé, Thornton dans notre cas, gagne, il est libre. S'il se rend à l'autre, toujours dans notre cas à William Ashford, il est reconnu coupable et est pendu le jour même. S'il meurt, il meurt. Si la journée s'achève et qu'aucun des deux n'a gagné, l'accusé est libre. Notre William Ashford, petit et fin, regarde Abraham Thornton, un maçon costaud, et il se dit qu'il a beaucoup de chance de se faire tuer. Il ne répond pas au défi lancé et le tribunal estime qu'il s'est rendu à Thornton. Celui-ci est libéré selon la loi anglaise de l'époque. Il retourne dans son village, mais est très mal reçu par les habitants. Il est vu comme un monstre et ne trouve plus de travail. Il part vivre à New York où il finit par se marier et vit une belle vie. Marie est enterrée dans le cimetière de Sutton Coldfield et sur sa tombe, ces mots sont gravés. En tant qu'avertissement à la vertu féminine et humble monument à la chasteté féminine, cette pierre marque la tombe de Marie Ashford qui, à 20 ans de son âge, s'étant imprudemment égarée sur une scène d'amusement sans protection adéquate, a été brutalement assassinée le 27 mai 1817. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve ces mots assez durs. On dirait que ce qui lui est arrivé était de sa faute. Mais je l'interprète peut-être mal. Des rumeurs ont circulé disant que Marie s'était suicidée car elle se sentait coupable d'avoir perdu sa virginité cette fameuse nuit. Rien ne vient étayer cette rumeur. Le meurtre de Marie est officiellement non résolu. Faisons un petit bond dans le temps. Un bond de 157 ans jusqu'en 1974. Barbara Forrest, 20 ans, est native d'Erdington, où elle vit dans un appartement. Elle travaille dans un foyer pour enfants, le Pye-Pye's Children's Home. C'est une jeune femme qui a été élevée dans la foi et le don de soi pour venir en aide aux autres. Elle fréquente l'église luthérienne Saint-Marc à Cars Lane. Elle a un petit ami, Simon Belcher, 21 ans, qui partage sa foi et dont le père est le pasteur de Saint-Marc. Le dimanche 26 mai, Simon et Barbara remplacent le père de Simon pour le culte. Ils sont tous les deux fortement impliqués dans le mouvement de jeunesse de l'église luthérienne dont Barbara est la secrétaire. Les personnes présentes au culte sont heureuses de voir ce jeune couple officier ensemble. Après le culte, ils décident de profiter de la soirée. Le lendemain étant le lundi de Pentecôte et donc jour de congé, contrairement à l'année 1817. Ils font le tour de plusieurs pubs à Handsworth et dans le centre-ville de Birmingham. Ils terminent la soirée au Red Lion. À 1h du matin, Simon raccompagne Barbara à l'arrêt de bus de Colmore Circus, où elle doit monter dans le numéro 67. Simon, quant à lui, doit prendre un autre bus pour rentrer à Moseley. Le trajet de Barbara doit prendre une vingtaine de minutes. Il lui reste ensuite une dizaine de minutes à pied pour rejoindre son domicile. L'endroit est sûr et elle ne craint rien. Le mardi 28 mai,
Les collègues de Barbara sont inquiets. Elle n'est pas venue au travail, ce qui ne lui ressemble absolument pas, et les appels à son domicile restent sans réponse. En plus, une dizaine de jours plus tôt, Barbara a dit à un de ses collègues « Ça va être mon mois de malchance. Je le sais juste, ne me demande pas pourquoi. » Son corps à moitié dévêtu est retrouvé le 4 juin, à moins de 500 mètres de son domicile et tout près du Pye Pye Children's Home. Et surtout, tout près de l'endroit où Marie avait été retrouvée. Elle a été étranglée et violée avant d'être jetée dans un fossé et recouverte de fougères. Des centaines de policiers tentent de trouver une piste. Les passagers du bus sont retrouvés et interrogés, mais ils n'ont aucun souvenir de l'avoir vue. Les habitants des maisons qui sont sur le trajet effectué par Barbara sont également questionnés. Une policière ressemblant à Barbara, Linda Madison, refait le trajet pour essayer de réveiller les mémoires, mais ça n'apporte rien. La vase de l'étang du parc est fouillée à la recherche d'indices et rien n'est retrouvé. Deux hypothèses s'offrent alors. Soit elle n'est jamais montée dans le bus et a été enlevée ou a suivi quelqu'un de sa connaissance à partir de l'arrêt où Simon l'avait déposée, soit le tueur lui est tombé dessus après qu'elle soit descendue du bus sur Tyburn Road. Un témoin finit par se manifester et déclare avoir vu une voiture bleue garée près de Pipe Ice Park au moment où Barbara aurait été tuée. Et un suspect apparaît, un collègue de Barbara qui s'appelle Michael Ian Thornton. Eh oui, comme notre Abraham Thornton pour Marie. Cependant, il n'y a aucun lien de famille entre nos deux Thornton. L'homme de 38 ans présente aux policiers un alibi fourni par sa mère, mais il est vite démontré qu'il s'agit d'un mensonge. En plus, du sang est retrouvé sur le bas de son pantalon. Michael Thornton est arrêté en septembre 1974. Son procès débute en mars 1975 et il est rapide. Thornton est acquitté car il n'y a contre lui que des preuves circonstancielles. Le meurtre de Barbara est encore aujourd'hui non résolu, mais sa sœur Erika continue ses recherches pour découvrir la vérité. En 2012, elle demande que les pièces à conviction soient analysées pour trouver de l'ADN. Le problème est que ces fameuses pièces sont actuellement introuvables dans les locaux où elles étaient stockées. Alors résumons les points communs entre ces deux affaires. Les deux jeunes femmes sont allées danser la veille de leur mort, un dimanche soir, veille de Pentecôte. Le lundi de Pentecôte est un jour férié décalé et sa date change chaque année par rapport à Pâques. Marie et Barbara ont été tuées aux petites heures du matin du lundi 27 mai. Elles ont été violées et asphyxiées, une par noyade et une étranglée. Et leurs corps ont été laissés au même endroit à quelques mètres l'une de l'autre. Les deux femmes avaient 20 ans lorsqu'elles ont été assassinées. En regardant un croquis de Marie Ashford et une photo de Barbara Forrest, on ne peut nier une forte ressemblance entre les deux. Toutes deux avaient la peau claire, des traits de visage similaires et des cheveux châtains foncés. Toutes les deux ont eu une mauvaise intuition avant de se faire tuer. Les deux suspects dans ces affaires portaient le même nom de famille, sans avoir aucun lien familial. Personnellement, je leur trouve aussi un air de ressemblance, mais ce n'est que mon avis bien sûr. Ils ont tous les deux été acquittés. Les frères et sœurs de Marie et de Barbara ont refusé d'abandonner et ont insisté pour de nouveaux procès. Dans le cas de Marie, c'est William Ashford qui a poussé un nouveau procès, et pour Barbara, il s'agit de sa sœur Erika. Alors que pensez-vous des similitudes entre ces deux affaires? Est-il vrai que le hasard n'existe pas? Les deux Thornton sont-ils coupables? Ces deux jeunes femmes se retrouvent liées par le drame qui s'est abattu sur elles alors qu'elles avaient toute leur vie devant elles.